Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette seconde partie de vidéo. Vous voyez qu'on est toujours dans un cadre incroyable avec des conditions, là c'est vraiment champagne sailing pour certains. Bon, pour d'autres il manque un petit peu de mer quand même, mais c'est vrai que là le bateau file à vive allure. Par rapport aux conditions que l'on a aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup de vent et on va pouvoir se faire une belle nave en trace directe vers Agropoli, de Salerno à Agropoli. Voilà, en trace directe. Là-bas vous avez Capri, après vous avez Positano, Amalfi, Salerno et après toute la côte là qui tout le reste de la Campanie. On est vraiment au bout de la Campanie là. Et c'est vrai que le paysage là, le golfe est quand même sympa. Voilà, je voulais vous le partager. Moi je suis forcément pas à tomber par terre, puisque hier j'étais à Positano et avant-hier j'étais à Capri. Donc forcément quand on sort de ces panoramas là, on a du mal à retrouver quelque chose de normal, hein, à retrouver la beauté dans la normalité des choses. Mais c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Voilà. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé. Alors, on va continuer tout simplement notre petite lecture. Le vent commence à monter un petit peu, mais rien de problématique, je pense, pour la vidéo. Que vous n'ayez pas non plus le vent qui vous gêne. C'est toujours un problème. Alors, on en était où? On en était au mouillage. Donc on continue. Nous sommes actuellement en train de lire le Vagnon Imrei de l'Italie, de San Remo à la Sicile et Malte. Donc vraiment toute la partie sud, enfin toute la côte sud méditerranéenne. En fait ça ne traite pas du tout de l'Adriatique. Voilà, c'est toute la partie méditerranéenne de l'Italie. On a parlé pas mal des ports, en tout cas de ce qu'il en était des expériences diverses et variées au port. On n'a pas encore évoqué les prix, on le verra par la suite, ça sera la dernière vidéo je pense. Passerelle, donc ça c'est pas mal. Donc là on est arrivé au port, on est cul à quai, sauf que si on se rapproche la jupe pour pouvoir sauter de la jupe au ponton, ça veut dire que quand même on est assez proche, on est à peu près à 1 mètre, voire moins d'1 mètre entre la jupe et le ponton. Et les pendilles étant des bouts, des haussières qui sont ancrées au fond, elles remontent comme ça vers la surface. Vous avez la surface qui est comme ça, vous avez le fond du port qui est comme ça. Bon, elle va remonter comme ça, mais rien ne l'empêche de venir un peu plus à la verticale et venir un petit peu plus comme ça. En tout cas, il y a quand même une assez marge de manœuvre au niveau de à quel point vous tirez à fond la pendille à l'avant. Donc c'est très compliqué d'avoir la tension maximale à l'avant, notamment si vous arrivez et qu'il y a du petit temps. Vous allez tirer, vous accrochez votre haussière, vous partez, sauf que d'un coup le vent tourne, le vent devient face au bateau, et là vous allez voir que malgré le fait que vous aviez avancé votre bateau écarté de 1 mètre, 1 mètre de débattement entre vent arrière et vent de face avec une pendille, c'est clairement très souvent le cas, d'accord, à moins de tout quicher à fond comme un taré, ce qui n'est pas forcément mieux, mais sinon 1 mètre de débattement, en tout cas il y aura forcément plus de débattement entre si le vent vient de l'arrière ou si le vent vient de l'avant avec le même réglage de pendille que ce que vous pourriez sauter avec un enjambement humain en toute sécurité de la jupe au ponton. Bon, ça m'arrive quand même de sauter, mais il est quand même clairement préférable donc d'utiliser une passerelle. Voilà, une passerelle que vous n'en verrez jamais en Atlantique. Donc pas forcément l'habitude. Voilà, donc j'en ai pas du tout à bord de Saori. Je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes qu'en Italie ils utilisent une sorte de deuxième patara, bon, qui ne sert pas de patara, hein, mais qui est fixé au même endroit que le patara, qui part en arrière comme ça, qui vient à peu près à cette hauteur là et qui retient en l'air à la verticale une passerelle avec ce bout qui vont pouvoir du coup choquer une fois au port, et la passerelle va se déplier comme ceci et ils vont avoir une grande passerelle qui va pouvoir aller
jusqu'au ponton, voilà. Le souci un petit peu de cette passerelle, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est qu'elle est solidaire au bateau et que du coup elle est tout le temps prête à l'emploi, elle va jamais se casser la gueule, etc., etc. Le gros inconvénient, c'est que c'est déjà un petit peu fragile, et, enfin un peu casse-gueule, un peu fragile. Et après, si vous la baissez et que vous la mettez à l'horizontale pile à la hauteur du ponton, hein, ce qui paraît très logique, hein, vous baissez votre espèce de pont-levis jusqu'au ponton, ça touche le môle en béton, sauf que eh ben, la vie continue et la marée continue. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une passerelle qui soit va être 30 cm au-dessus du ponton et du coup, ça va tirer sur le mât quand vous allez marcher dessus, soit au contraire, elle va être toute écrasée et vu qu'elle est fixée au bateau pour le coup, avec une charnière, des vérins, enfin une charnière, forcément bah, vous pouvez faire de gros dégâts si d'un coup c'est comme si vous touchiez le ponton avec votre bateau, quoi, sauf que par l'intermédiaire de la passerelle. Donc tout n'est pas gagné, voilà. Et puis après, le problème des passerelles plus portatives, on va dire, ce qu'on voit aussi assez régulièrement, des espèces de petites planches en bois, des petites planches en alu, des petites échelles avec une planche dessus et tout. Il existe plein de systèmes D, plus onéreux que certains que d'autres, qui sont très peu coûteux pour le coup. Le problème, c'est que quand on met la planche, et ben, entre les ferries qui font que tout bouge et la planche va se casser la gueule, entre le fait, toujours cette satanée marée en Méditerranée qui fait que bah, votre planche, et bah, au début elle est bien, mais d'heure en heure elle va commencer à glisser et tomber. Et en plus, et bah, vu qu'il y a du mouvement et que c'est pas juste posé et que ça ne bouge pas, même par pétole, hein, là je vous parle dans les conditions où il n'y a pas un pet devant, il y a 0 nœud dans le port, hein. Et bah, il va y avoir quand même du frottement. Et du coup ça va abîmer le bateau et ça va avoir tendance le bois va tendance à avoir à frotter contre le bateau petit à petit. Et vu que c'est comme ça, des petits frottements toutes les secondes pendant des heures et des heures et des jours si vous restez au ponton, et bah du coup à force ça abîme. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de solution miracle pour l'instant. Pour éviter que la planche tombe à l'eau et que vous la perdiez, on peut utiliser une petite cordelette, un petit bout pour amarrer la planche. Comme ça, si elle tombe, eh ben, vous n'avez plus qu'à la repêcher, ce qui pour l'instant est le plus simple. Voilà, mais c'est quand même lourd, il faut la porter à bout de bras, c'est pas simple. Donc bon, je vous ferai des reviews quand j'aurai plus d'expérience. Pour l'instant j'en ai pas et j'en demande au port s'ils peuvent m'en prêter une, et sinon je fais le grand saut, voilà, en attendant, ce qui est pas idéal, notamment avec la trottinette, les courses, etc., quoi. Donc passerelle, il peut être simple, non, ça peut être une simple planche ou bien une construction plus élaborée. Donc je viens de vous faire un peu la définition des deux possibilités. Il est bon qu'elle soit munie de 2 roues à l'extrémité pour éviter que le bout de la planche frotte sur le quai et ne vous dérange de par le bruit ou les voisins. Il faut prévoir que le rangement de l'engin lorsqu'il n'est plus accroché à l'arrière, il faut prévoir le rangement de l'engin lorsqu'il n'est plus accroché à l'arrière. Donc c'est sûr que ça peut être le long d'une filière, mais si c'est à l'intérieur, ça va prendre énormément de place. Et c'est beaucoup de place perdue sur un bateau, hein, ces passerelles. C'est pour ça que beaucoup optent pour la passerelle fixée en haut du mât, parce que ça leur fait, notamment pour le gain de place que ça procure. Certains bateaux qui s'amarrent toujours par l'étrave se sont fait faire des passerelles en inox adaptées au balcon avant qui facilitent nettement le débarquement. Le balcon peut aussi être modifié avec une découpe basse en U pour faciliter le passage. C'est vrai que moi j'ai jamais trop réfléchi à l'amarrage en avant en Méditerranée parce que c'est pas comme ça que ça se fait de base, mais ça peut être une possibilité. Il va falloir que je reprenne cette idée, que je retravaille cette idée, parce qu'en vrai dans la plupart des cas ça serait quand même plus simple. Je vais à l'avant, je jette pointe avant, tribord, pointe avant, bâbord, je récupère en double. Et là, avec ma petite marche arrière, j'ai le pas d'hélice qui va me gêner. Bref, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, mais ça peut être une solution ou au moins un plan B, si jamais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bateau de location. L'Italie compte relativement peu de bases de location de bateaux. La plupart sont concentrés sur la côte toscane et ses îles. Alors là-bas, c'est sûr, c'est un enfer.
le nord de la Sardaigne, la baie de Naples, mais on en trouve aussi dans la plupart du nord de la Sicile et le sud de la Sardaigne. La plupart des bateaux sont loués avec ou sans skipper et l'on aura le choix depuis le bateau de 11 à 15 mètres jusqu'au super-yacht de 150 mètres avec tous les jouets qui vont avec, etc. etc. Donc bon, bref, hein, ça c'est comme partout, faire attention aux bateaux, les petites barquettes, les petits zodiacs, etc. C'est souvent de la loc. C'est des gens qui ont des fois que le permis voiture, il y a des dérogations, ou alors ils ont vite fait passer le permis côtier, mais des fois même pas, donc de toute façon ça ne change rien, et qui ont surtout peu d'expérience, aucune notion des priorités, etc. Donc soyez très prudents avec ces gens-là, essayez de tout le temps leur laisser la priorité, essayez de pas trop traîner dans leurs pattes. De toute façon souvent ils sont très près des cailloux, très près des côtes, les voiliers, ça a tendance à être à quelques longueurs de bateau plus loin des côtes, pour des raisons en cas de vent, de ci, de ça, donc pour plus de réactivité. Donc c'est vrai que souvent on a une route qui est très proche mais un peu parallèle le long de ces zones, hein. On parle surtout du tour de l'île d'Elbe, des îles de Ischia, etc. quoi. Alors, naviguer pas cher en Italie, là ça devient intéressant. Naviguer dans certaines régions d'Italie en haute saison revient cher. Donc là, je rappelle qu'on est en intersaison et que c'est très cher déjà. Donc je n'ose imaginer la haute saison. Bon, après, si c'est que 20% de plus par rapport à ce qu'ils disaient dans le bateau, en fait, c'est tout le temps cher. Alors, le prix des marinas varie d'année en année et ne suit pas l'inflation. Ainsi que la définition de la période basse, mi et haute saison, le seul moyen d'avoir un renseignement vraiment fiable est de vérifier sur le site internet de la marina, en s'assurant que celui-ci a bien été mis à jour pour les tarifs, ou encore de téléphoner si vous maîtrisez un peu l'italien. Moi c'est ce que je fais. Maintenant, ils voient un numéro français qui appelle, donc ils sont un peu surpris que ça parle italien au bout, mais ils doivent pas hésiter à me donner, quand c'est comme ça, de la main à la main, j'imagine qu'ils me donnent le prix haut, et après c'est à négocier ou non, quoi. Si je négocie pas, bah, tant mieux pour eux. Si je négocie, bah, peut-être que je vais gagner quelques euros, ce qui n'est pas le cas encore à chaque fois. C'est pas non plus un automatisme, hein, de marchander, donc c'est encore très particulier à voir. Donc le seul moyen c'est d'appeler, blablabla, en s'assurant. Beaucoup ont aussi des adresses email, ce qui peut être pratique en s'y prenant à l'avance. Si vous connaissez vos dates de départ, etc. La météo de la Méditerranée étant tellement variable, changeante, comment expliquer, hein, les prévisions du jour sont toujours très très fiables, mais par contre si vous regardez la météo une semaine à l'avant, il est fort probable que le jour J ça soit différent. Donc compliqué de se dire on va partir de tel jour à tel jour, on part dans 4 jours, on part dans 5 jours, etc. Et souvent les départs se décident la veille, l'avant-veille, voire le jour du départ. Ce qui n'empêche pas de préparer ses naves, et elles se préparent un petit peu au dernier moment. Nanana, nanana, nanana. On en était où? Nanana, beaucoup ont des adresses. Nanana. C'est valable également pour les ormeggiatori qui gèrent une partie de quai ou des pontons. A l'aide des renseignements obtenus via internet, vous pourrez planifier votre route en fonction des prix des marinas et ou des mouillages possibles. Par exemple, vous pouvez descendre la côte ligurienne tôt en saison pour passer en Corse ou en Sardaigne pendant la haute saison. Vous trouverez un certain nombre de mouillages possibles qui vous éviteront les tarifs élevés des marinas. Puis à la fin de la haute saison, retraversez vers la côte continentale italienne et poursuivez votre croisière jusqu'à votre destination finale. Si votre budget est limité, il vaut mieux éviter les zones où les seules options sont une marina ou un ormeggiatori et n'y passer qu'en basse saison ou au pire en demi-saison. C'est un peu ce qui se passe là. Mais moi, des marinas avec des ormeggiatori, je n'ai trouvé que ça. Donc des ports publics, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Bah, depuis Rome, j'en ai pas vu un. Voilà, pour vous donner une idée. On est quand même au sud de Naples. Et depuis, des pages de ports, et j'ai dû en voir une trentaine. Si même à Salerno, hein, donc qui est quand même une grande ville, hein, vous avez vu que c'était une grande ville, et même là, ils n'ont pas un port officiel. Si votre budget est limité, il vaut mieux nanana. Dans certains ports, vous trouverez
une banchina di transito, donc un endroit une espèce de ponton de visiteurs de transit, quoi, de ceux qui ne restent pas longtemps. C'est essentiellement un emplacement gratuit ou d'un prix modéré pour un bateau de passage. Il faut savoir qu'il n'est pas uniquement destiné aux yachts et qu'il peut être occupé par des bateaux locaux. Il règne une certaine confusion à ce sujet lorsque les locaux ou les autorités s'aperçoivent que vous connaissez l'existence d'un banchina di transito et dans certains cas, les autorités ont demandé aux yachts de quitter le quai. Donc c'est pas forcément un acquis. Est-ce dû à une collusion d'intérêts avec l'ormiggiatori local ou à un doute réel quant à la possibilité d'utiliser ce quai par un yacht étranger? Probablement un peu des deux. C'est sûr que règne un business monstrueux. Hein. Là, on parle encore des ports qui ne sont pas des ports officiels avec capitainerie, douche, tout ce qui va bien, comme vous avez l'habitude en France. Il y en a hein, dans le nord de l'Italie. Là, on parle de tout le reste. On voit bien que les gardes-côtes, ils sont là pour faire autorité, si jamais il y a des litiges, etc., pour faire payer les gens, si jamais les gens ne veulent pas payer. Mais n'ont aucunement intérêt à s'occuper de l'organisation du port. Donc ils s'en foutent complètement de votre vie. Et autour s'organisent tous les ormeggiatori qui eux sont là à qui prendra le plus, etc. Et qui sont tous en bise-bise un peu les uns les autres avec les gardes-côtes et tout. Donc en fait vous pouvez très rapidement vous faire piéger et vous retrouver dans une situation où vous êtes avec la possibilité uniquement de faire appel à des pontons privés qui sont quand même chers et en aucun cas possibilité de vous plaindre puisque les gardes-côtes sont eux-mêmes au courant de la procédure et sont eux-mêmes totalement seront toujours de leur côté, quoi. Donc vous le touriste, personne va vous défendre. Donc c'est pour ça qu'en Italie il faut toujours quand même bien dès le début être poli, parler aux gens, essayer de trouver un terrain d'entente parce que si vous venez, vous faites votre gros français en disant c'est intolérable, c'est impensable de faire ci, etc. Nanana, vous êtes des voleurs, blablabla, j'ai jamais vu ça. Bon bah là, les gardes-côtes ils vont pas vous aider, hein. Quoi qu'il arrive, ils vont un peu se foutre de vous. Mais malheureusement, non, il faut prendre à la cool. Ici, les gens sont cool et vous pouvez vachement arranger les choses et arrondir les angles si vous partez du côté non litigieux. Voilà. Si par contre vous cherchez le litige, vous allez être très vite stoppé. On va très vite vous dire mais pour qui tu te prends, où tu te crois, ici tu es en Italie mon pote, calme-toi un peu. Ici c'est comme ça, si t'es pas content tu t'en vas. Et si tu veux pas payer, on appelle les gardes-côtes, point. Et si les gardes-côtes, c'est pas les gardes-côtes, c'est les carabinieri, c'est la police, c'est les gendarmes, c'est très vite réglé, tu vois. Donc du coup, il est toujours plus simple de, même si au fond de vous, vous bouillonnez, vous voyez qu'on vous prend pour un con, il est quand même plus simple d'y aller à la cool et d'essayer d'être diplomate le plus possible. En règle générale, plus on allait vers le sud, meilleur marché étaient les marinas ou les pontons gérés par les ormeggiatori. Cela n'est plus vrai et par exemple, certaines marinas en Sicile affichent des tarifs astronomiques en haute saison. Voilà, moi ce dont j'ai peur, c'est qu'en fait, cette légende-là ne soit plus très vraie. On verra, je pense qu'en Calabre, ça va descendre quand même. Mais là, par exemple, Agropoli, j'ai eu la triste surprise, la mauvaise surprise de voir que c'était encore cher et que j'allais pas pouvoir rester alors que j'avais envie de découvrir un peu la zone, me poser après tout le marathon des îles de Naples, toute la baie de Naples et tout, c'était un sacré marathon. Et voilà, et c'est surtout que si jamais j'ai plus la météo pour pouvoir continuer à naviguer, si je me retrouve coincé dans un port, il ne faut pas que ce port soit cher. Donc il faut bien que j'ai toujours au moins un port pas trop cher à portée de main. Si je dois rester 15 jours coincé dans un port, il ne faut pas que ça soit un truc hors de prix. Donc par contre, la côte ligurienne, certaines marinas ont des tarifs en basse saison ou mi-saison tout à fait raisonnables. Moi c'est ce que j'ai vu. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, il semble que les marinas les plus anciennes soient plus abordables que les récentes, probablement du fait qu'il faille amortir de coûteux investissements
Dans ce dernier cas, non, c'est pas du tout ça, c'est juste que les infrastructures sont plus luxueuses et du coup ils se permettent des prix beaucoup plus onéreux. Alors que les vieux ports, il n'y a même pas de chiottes. Donc là forcément, et ils vous font payer cher, mais pas extrêmement cher. Au début de chaque chapitre, on trouvera justement un truc sur les tarifs. Donc ça, c'est ce qu'on verra après. Avions, les compagnies low cost, bon, il y en a de partout, ça c'est certain. Hein. Vous pouvez faire, là, j'ai vu qu'on est donc en mai. J'ai vu que Marseille-Naples, c'était 15 €. Voilà, pour des gens qui voulaient me rejoindre. C'était 15 € d'avion et j'imagine 1 heure et quelques de vol. Alors qu'en train, moi je prends beaucoup le train du coup. C'est déjà peut-être 80 € pour arriver à Milan, Florence et 8 heures de train. Et une fois que vous êtes là, il vous faut encore un bon 50, 80 €. C'est quasiment 200 balles quoi, si vous voulez aller de Naples à Marseille en train. Et il y en a, ça se fait pas en une journée. C'est-à-dire que 16 heures, 12 heures ne suffisent pas. Il y aura la jonction de la nuit à un moment ou un autre. Donc il faut le faire en 2 fois tellement c'est grand quoi. Voilà, ou alors vous prenez un bus et vous faites 24 heures dans le bus. C'est vraiment long. Et en plus de ça, ça coûte au moins 200 balles. Quoi. Alors que l'avion coûte 15 €. Donc ça n'a aucun sens. Moi, je ne prends pas l'avion, plus trop l'avion. Évidemment, si c'est le seul moyen et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, je le fais. Mais c'est vrai que je ne dis pas ah bah il y a plus de 2 heures de train alors je prends l'avion, comme ça a été je crois interdit aujourd'hui en France hein, les vols de moins de 2 heures de train n'existent plus je crois, ou en tout cas je l'espère que cette loi est passée et actée et se vérifie, mais je crois que c'est le cas. Mais du coup moi de ces 2 heures là je passe à 8 heures, 10 heures, voilà 12 heures, aller jusqu'à 12 heures de train ou de transport. Bon bah ça vous fout en l'air la journée, mais c'est faisable quoi. Ça vaut quand même le coup par rapport à prendre l'avion. Voilà, au-delà, bon bah forcément, malheureusement, quand je serai en Grèce, j'ai bien peur que là le train, ça soit compliqué. Donc on verra. De toute façon, je rentre assez peu régulièrement. J'essaye de rentrer 2 fois par an, quoi, une fois pour Noël et une fois pour l'été. Et pour l'instant, je suis toujours rentré en train. Donc la question de l'avion ne s'est pas posée. Maintenant, vu que je serai plus loin en avion, peut-être que je rentrerai moins souvent. Voilà. Après, il y a aussi pour le boulot, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de transports que j'ai pu effectuer. Et à chaque fois, ça a été laborieux. À chaque fois, ça m'a coûté cher, etc. Mais c'était pour éviter l'avion. Bon, l'idée c'était quand même de vous parler de l'aberration de l'avion que vous connaissez tous, mais là c'était quand même honteux, 15 €, c'est même pas le prix d'une bouée quoi, c'est rien quoi, c'est même pas, ça vaut quoi 15 € aujourd'hui quoi, c'est rien du tout. Dire que vous pouvez prendre l'avion par rapport au coût réel de ce que ça doit être, c'est aberrant, vivement que tout ça s'arrête et que la vie change. Les ferries, bon les ferries pareil, hein, niveau pollution, niveau bordel, niveau pollution il y a pollution forcément de par les hydrocarbures, mais il faut ajouter à cela énormément la pollution sonore qui est un enfer pour la nuisance sonore qui est un enfer pour les animaux marins qui, vous voyez à peu près comme ça, hein. Ça c'est les ferries, hein, il y en a quand même un paquet, hein, vous voyez que tout est tracé et que les pauvres dauphins, les pauvres cétacés, les pauvres poissons, etc. Il y a une autoroute permanente au-dessus de leur tête, quoi. Ce qui est vraiment désagréable. Les trains, quant aux trains, bah, le problème des trains en Italie, bon, moi j'ai jamais eu trop de problèmes, mais c'est vrai que vous pouvez avoir des problèmes de train, d'horaire, etc. Un peu comme en France, ça peut être soit très ponctuel, soit très en retard. Mais comme en France, le prix est complètement astronomique, complètement aberrant. On parlait justement de l'avion juste avant. Il est vrai que ça n'a aucun sens d'avoir un billet d'avion à 15 €. Maintenant, ça n'a aucun sens qu'aujourd'hui, en France comme en Italie, avec les problèmes de pollution qu'on peut avoir au global, c'est quand même aberrant qu'il n'y ait pas un énorme coup de pouce du gouvernement pour que les billets de train deviennent soit à 5 €, 10 €, 15 €, vraiment, histoire que
de par la masse, ça puisse défrayer une partie de l'entretien global, mais sans plus, quoi. Que ce soit vraiment l'État qui mette de sa poche pour que les gens utilisent les trains, qu'à chaque gare, il y ait des points relais, des parkings, des métros, des trams, des trucs qui fassent que on puisse vraiment voyager sans avoir besoin de voiture et sans avoir besoin d'avion. Voilà. Donc ça, c'est quand même... il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. Évidemment, les intérêts, la survie de certaines entreprises y dépend. Et donc, forcément, notre président, il préfère faire survivre ces grosses entreprises que sauver la planète. Voilà, tout simplement. Donc, pour le coup, les trains, c'est pas forcément la meilleure option, encore une fois, quoi. Bon, covoiturage, location de voiture, blablabla, vous connaissez. Service à la plaisance. L'eau. L'eau est presque partout potable, mais soyez prudents dans certains endroits isolés. Si un panneau indique aqua non potable, ne la buvez sous aucun prétexte. Les pastilles pour purifier l'eau ne sont pas chères et on en trouve partout. On peut aussi utiliser quelques gouttes d'eau de javel ou quelques grains de permanganate, je sais pas si c'est en français, ça doit être en français, permanganate de potassium, si c'est en français. Je regarde ce petit chinois. Si l'on n'est pas sûr de la qualité de l'eau. Certaines marinas ont deux types de robinets, ça on avait vu en Espagne, il y avait ça en Espagne du Sud, potable et non potable. Et comme ça on peut du coup utiliser la non potable pour laver le bateau, ce qui est extrêmement intelligent. N'hésitez pas à demander si vous n'êtes pas sûr. Au restaurant, tout le monde boit de l'eau minérale en bouteille. Oui, c'est vrai qu'en Italie, il n'y a pas d'eau plate, l'eau de la carafe. Vous ne pouvez pas demander une carafe d'eau. En Italie, ça ne se fait pas. Les Italiens, parmi les plus grands consommateurs d'eau en bouteille au monde. Avec 194 litres par habitant et par an. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète un pack d'eau. Alors c'est pas, chacun encore une fois trouve quelle est la meilleure solution par rapport à ses valeurs. Moi ce que je fais, c'est que j'achète un pack d'eau avec donc 6 bouteilles en plastique avec de l'eau de source à l'intérieur, et j'utilise ces bouteilles là pour les remplir au ponton avec de l'eau du ponton. Donc 95% de l'eau que je bois, c'est de l'eau du ponton. J'ai jamais été malade, jamais eu de problème, même pas des problèmes aux toilettes ou quoi que ce soit, jamais. Maintenant, je sais pas ce que je bois, ça se trouve, il y a des métaux lourds, des trucs, ça se trouve, c'est limite. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur mon corps en direct, ça m'a jamais rien fait. Maintenant, en indirect, peut-être que à force de boire depuis 8 ans l'eau des pontons, peut-être que c'est pas mieux. Bon, pour l'instant, c'est de l'eau du robinet, hein. C'est juste qu'elle parcourt tous les pontons, elle chauffe un peu, il y a un peu des moules dedans, il y a un peu de la vie. Mais en tout cas, bon, techniquement, c'est la même eau du robinet au restaurant et que chez vous à la maison. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu un scandale de nettoyer les bateaux avec. Et de ne pas avoir cette possibilité de nettoyer avec de l'eau non potable. Ce qui est très pratique. Voilà, il se confirme que le réchauffement climatique entraîne une baisse globale des précipitations pour la Méditerranée, appauvrissant en eau les régions méditerranéennes. Doit désormais être envisagée comme une donnée durable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mal écrit, hein. L'appauvrissement en eau des régions méditerranéennes doit désormais être envisagé comme une donnée durable. Oui, d'accord. Merci. Je vois des plaisanciers laver leurs bateaux subrepticement alors même que c'est interdit. Ils ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes lorsque l'eau sera coupée. Bon, de toute façon, y a le port qui a sa propre loi, etc. Mais malheureusement, le port, il laisse l'eau abondamment. Ou des fois, ils la font payer pour prendre de l'argent, mais c'est tout. Ils s'en foutent complètement que si vous la payez, vous pouvez bien utiliser 200 tonnes. Ils s'en foutent complètement, quoi. Donc pour l'instant, c'est encore comme ça que ça marche. Je pense que ça va changer d'année en année. Que dire. Voilà, moi je vous ai expliqué, je remplissais mes bouteilles d'eau. Évidemment, ces bouteilles en plastique sont
c'est un drame aussi, hein, mais sont normalement à usage unique, hein, les bouteilles que vous achetez, bouteilles d'Evian, etc. C'est écrit dessus qu'il ne faut pas les re-remplir et les réutiliser. Donc, c'est écrit dessus, il y a le symbole comme quoi c'est un plastique utilisable qu'une fois. Bon, moi je le fais, donc forcément quand les bouteilles elles traînent au soleil comme ça, et ben, il va y avoir des micro-particules de plastique qui vont se déposer dans l'eau, et du coup je vais les boire par la suite. Donc l'eau n'est pas parfaite, en plus de ça il y a du plastique de par le fait que mes bouteilles sont ci. Pour ça vous pouvez aussi utiliser des bouteilles en alu, mais que pour le coup vous allez devoir nettoyer régulièrement, etc. Moi je sais qu'au bout de un mois et demi, selon si elles ont beaucoup pris le soleil, selon l'utilisation que j'en ai eue, mais au bout d'un moment, voilà, quand elles sont vraiment qu'elles ont une sale gueule, je les jette et dans un endroit où on recycle le plastique évidemment, et je vais racheter un pack. Mais en aucun cas je bois que des bouteilles d'eau à chaque fois, de l'eau de source en permanence sur mon bateau. C'est quand même bien peut-être d'avoir, si vous naviguez peu, de temps en temps, etc. Forcément vous allez ramener de l'eau en bouteille, et c'est bien d'avoir au moins une bouteille d'eau de source fermée, scellée. Si quelqu'un est malade, se sent pas bien, c'est quand même mieux de lui donner une bonne eau de source que de l'eau du ponton à ce moment-là. Même si bon, en vrai, hein, c'est vraiment pour faire naufragile, hein, parce que c'est pas ça qui changera le problème, notamment si c'est le mal de mer ou si c'est quelque chose qui a été mangé de mauvais. Et évidemment dans mon bateau il y a toujours 2 fontaines Volvic fermées, etc. Des fontaines, vous savez, les grosses fontaines qu'on peut mettre dans le frigo, on appuie sur le bouton, il y a de l'eau qui tombe. Ça j'en ai 2 comme ça me fait 10 litres d'eau. Ça c'est de la réserve d'eau au cas où, voilà, que je touche jamais, qui est tout le temps enfermée, scellée, et que si jamais j'ai plus d'eau et que je suis en navigation, si jamais je suis au mouillage, si jamais je dois évacuer le bateau, etc., et que je suis dans le radeau de survie, je serais bien content d'avoir de l'eau avec moi. Donc voilà pour ce qui est de l'eau. Carburant, donc de l'eau il y en a partout, quasiment partout, à part vraiment si vous êtes sur un môle abandonné. Sinon vous avez de l'eau, électricité à peu près partout. Carburant, quand j'indique le carburant sur les cartes ou que je le mentionne dans le texte, il s'agit la plupart du temps de gasoil. Parfois, il y aura aussi de l'essence, mais il faudra souvent aller à une station-service en ville. Ah ouais, ça, j'ai jamais fait gaffe, parce que moi, ayant que du gasoil, et j'ai dû faire le plein peut-être 2 fois ou depuis 20 000. Vraiment, hein, donc j'essaye d'utiliser le moins possible le moteur. Étant en Méditerranée, on est quand même obligé d'utiliser le moteur si on veut arriver un jour là où on veut aller. Donc, du coup, j'utilise le moteur à bas régime, ce qui fait que j'ai une très faible consommation. Et du coup j'ai pu faire quand même les 3 quarts d'Italie avec 1 ou 2 pleins, sachant que mon plein ne fait que 45 litres, hein, donc c'est vraiment très peu comparé à la distance qu'on fait et comparé aux bateaux essence, quoi, qui eux, bon alors là je préfère même pas en parler, quoi. Les bateaux à moteur, quoi, en général, qui sont à essence, alors que les bateaux à voile sont souvent à gasoil. Donc apparemment faites gaffe que si vous avez un bateau à moteur, il n'y aura peut-être pas de l'essence partout, mais je pense que quand même bon, tous les ports qui est de luxe et tout, là où vous allez avec un bateau à moteur, normalement il y aura quand même de l'essence aujourd'hui, mais renseignez-vous. Électricité, on peut se brancher sur le ponton ou sur le quai dans toutes les marinas et dans quelques ports. La plupart des marinas incluent l'électricité dans leurs tarifs, cela vaut donc la peine de s'équiper pour en profiter. Cela implique de se munir d'une variété d'adaptateurs pour arriver à se connecter aux divers modèles. C'est vrai que moi j'ai ce qu'on appelle la petite prise, hein, je vais vous la montrer. Voilà, il y a une norme européenne, c'est... Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Non, mais ces prises là, bon, elles ont un nom de norme européenne. On appelle ça aussi les prises européennes, vulgairement.